Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à coder les indicateurs qui sont présents dans ma stratégie de trading rentable que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. On va coder les points pivots et le TDI, on va faire un petit peu de mathématiques et dans la prochaine vidéo, on codera le signal d'entrée en trade. Donc abonne-toi pour pas rater la prochaine vidéo, mais déjà dans celle-ci, on a beaucoup de travail à faire, tu vas voir. On se retrouve sur MetaEditor, on va reprendre là où on s'était laissé dans la précédente vidéo. On avait terminé de coder notre première fonction pour initialiser des indicateurs et maintenant, on va les coder. Donc c'est parti, on va commencer, on va faire une première fonction, on va déclarer son type double. Pourquoi double? Parce que c'est un nombre à virgule. Ce sera une donnée de prix qu'on va retourner dans notre fonction. Donc on va l'appeler support pivot. Et à l'intérieur de nos parenthèses, on va demander un paramètre. On va demander un paramètre qu'on va appeler pivot-index. Je vais t'expliquer pourquoi on va avoir besoin d'un index. C'est que si on va demander le stop loss sur le point pivot support 1 ou 2 ou 3 ou X, celui qu'on veut, eh bien on le demandera dans l'index quand on va appeler notre fonction. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ben, je vais t'expliquer dans le code, tu vas voir, mais on a besoin d'appeler un paramètre et c'est là qu'on le met. C'est entre les parenthèses quand on ouvre la fonction. Donc la formule pour les points pivots, c'est une formule qui est assez simple finalement. On va avoir besoin de trouver les informations du prix grâce à des commandes qui sont disponibles en MQL5 et ensuite on va faire des formules dessus. Donc on va déclarer des variables. On va déclarer des variables pour stocker des prix, notamment le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture d'une bougie. Comment on fait ça? On utilise la commande iHigh et dans les paramètres, on renseigne le symbole qu'on trade, ensuite la time frame qu'on a déclarée en variable d'entrée et un shift de 1. Qu'est-ce que c'est un shift? C'est la bougie que tu choisis dans ton graphique. Le shift 0, c'est la bougie en ce moment même, c'est la bougie qui est en train de se dérouler au moment où le marché évolue, et la bougie 1, c'est la bougie T-1, c'est la bougie juste avant. Et pour les calculs des points pivots, c'est la bougie juste avant dont on a besoin. Donc on va aussi déclarer low avec iLow. C'est la même commande, c'est juste que ça va donner un prix différent. Et il y a aussi close avec iClose. On renseigne aussi le symbole, la time frame et le shift. Et ensuite, on va aussi créer un tableau, un array, que je t'avais expliqué dans la vidéo précédente. Sauf que là, cette fois, on ne va pas lui donner une taille, comme on avait fait avant, parce qu'il faut que ce soit dynamique. Il faut que la taille soit dynamique en fonction de pivot number, le nombre qu'on a demandé en variable d'entrée. Si on veut, par exemple, 4 pivots support, eh bien, il faudra que notre tableau, notre matrice unidimensionnelle, soit une dimension de 4. Sauf qu'on ne peut pas le faire comme ça. Il faut utiliser une commande qui s'appelle array resize. Ça fonctionne que comme ça en MQL5. On ne peut pas utiliser une variable à l'intérieur d'un tableau. Donc on va faire array resize et c'est exactement la même chose. En gros là, on va sélectionner notre tableau et à l'intérieur des paramètres, on va demander une nouvelle taille. Et là, ce sera pivot number plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que on aura aussi le pivot central. On aura les 2 pivots ou les 3 pivots qu'on aura choisis, plus le pivot central. Donc premièrement, on va calculer le premier pivot, le pivot central. Donc ce sera support-pivot 0. Le premier index, c'est toujours 0, c'est pas 1. Donc on fera, en gros, la formule, c'est i plus low plus close divisé par 3. Entre parenthèses, parce que c'est tout ça qui est divisé par 3. Ça, c'est notre formule pour le pivot central. Et ensuite, on va coder le pivot 1, le premier pivot, avec 1 comme ça. Et ensuite, tous les autres, on fera une boucle. Parce que comme je t'ai dit, ce sera dynamique. Si on veut 10 pivots, il faut on ne peut pas tous les faire un par un, tu vois. On ne peut pas écrire toutes les lignes avec tous les index. Il faut que ce soit dans une boucle, ce sera beaucoup plus facile. Et la formule du premier pivot après le pivot central, c'est 2 fois le premier pivot, support pivot qu'on aura déclaré juste au-dessus, moins le high. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est les deux qu'on a besoin de hard-coder, de faire directement le calcul. Ensuite, on fera une boucle qu'on va faire tout de suite. Donc on va ouvrir la boucle avec for. Donc pour le début de la boucle, ce sera 2. Pourquoi 2? Parce qu'on a déjà le 0 et le 1 qu'on vient de faire juste au-dessus. Ensuite, on met les points-virgules pour passer à la condition de la boucle. La condition de la boucle, ce sera i strictement inférieur à la taille de notre tableau qu'on demande avec array size. Et ensuite, on va faire i++ pour dire à la boucle qu'on veut aller de 2 jusqu'à la taille du pivot. Donc là, ce que ça fait concrètement ça, c'est que si on choisit pivot number égale par exemple 3, eh bien on aura for int, on va commencer à 2 et on arrivera jusqu'à 3. On arrivera jusqu'à
4, mais strictement inférieur, donc 3. Et le calcul, il est très simple, il faut juste dire support-du-bas pivot de i de notre index, et on va faire égal le pivot central, donc super pivot 0, moins, entre parenthèses, la différence du range, donc high moins low, la différence du haut de la bougie et du bas de la bougie, multiplié par i moins 1. Ça, c'est juste le calcul, il n'y a pas trop à expliquer. Tu peux le trouver sur Internet, le calcul des points pivots. En fait, pour expliquer rapidement, c'est que le support, on va soustraire par le range total, qu'on va multiplier par le nombre de supports qu'on veut. Dans les points pivots classiques, c'est comme ça, on aura une distance égale entre chaque point pivot, comme ça, jusqu'à l'infini, jusqu'à autant qu'on veut. On a juste à multiplier par i dans notre boucle. Donc là, si pivot number, on demande 14, et ben on aura vraiment 14 points pivots après le pivot central. Donc ensuite, on va sortir de la boucle. Il ne faut pas mettre le return dans la boucle for, sinon la boucle ne va pas se terminer, elle va return notre donnée, ce qu'on veut, avant la fin de la boucle. C'est pas ce qu'on veut, il faut sortir de la boucle, donc sortir de l'accolade, et ici on va mettre notre return, et c'est là que l'index rentre en jeu. On va return le support pivot, entre crochets, pivot index. On va mettre support pivot, entre crochets, pivot index, parce que ce qu'on veut, en retour de cette fonction, c'est avoir le pivot de notre choix, soit le 1, soit le 2, soit le 3, pour, à terme, évidemment, choisir le stop loss, pour avoir la donnée, pour mettre notre stop loss. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc on peut compiler, pour voir si tout fonctionne bien. On n'a aucune erreur, donc c'est que tout fonctionne bien. Avant de passer à autre chose, on peut faire quelque chose. On va pouvoir normalize double, on va normaliser, pour pas qu'il y ait d'erreur. On va normaliser avec digits, tirer du bas digits. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça arrondit, tout simplement. Cette formule, normalize double, elle arrondit. Et tirer du bas digits, c'est pour reconnaître automatiquement le nombre de chiffres après la virgule, le nombre après la virgule qu'il y a suivant ta paire, suivant ton asset, suivant l'actif que tu trades. Parce que quand tu fais des calculs comme ça, notamment des multiplications et des divisions, des fois, tu peux avoir un chiffre en plus après la virgule, tu vois. Par exemple, si tu fais, je sais pas, si tu multiplies 0,5 par 0,5, ton résultat, ce sera 0,25, tu vois, ça rajoute un chiffre. Ça rajoute un chiffre après la virgule. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter avec cette fonction. Voilà, donc c'est bien de connaître ça. On recompile pour vérifier que tout va bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller et on va faire le même calcul, mais pour le pivot résistance. Ce sera une autre fonction. Donc on pourrait le faire dans la même fonction. Après, je vais te montrer comment faire avec des paramètres, avec ça là, pour choisir dans la même fonction si tu veux le support, le résistance, ou si tu veux le stop loss, le take profit, etc. Tu vas pouvoir demander des paramètres en fonction de ce que tu souhaites. Et comme ça, tu auras une seule fonction. Donc c'est bien pour optimiser ton code après pour que ça aille plus vite. Mais là, vu que c'est la première fonction qu'on fait, je te montre pour que ce soit limpide en deux fonctions. Donc on va renommer support pivot, on va l'appeler résistance pivot. Et à l'intérieur, je vais te montrer une petite astuce. Je vais te montrer comment faire pour remplacer rapidement des choses. Là par exemple, tu vas double-cliquer, tu vas sélectionner support pivot et tu vas appuyer sur CTRL F. Sur CTRL F, tu auras ce petit onglet ici. Tu vas pouvoir trouver ce que tu cherches, donc dans ce cas-là c'est support pivot, mais ça peut être n'importe quoi, et tu vas pouvoir le remplacer par quelque chose. Donc nous on va écrire résistance-du-bas pivot, et on va faire remplacer ici. Tu vois ce qui se passe? Ça a remplacé et automatiquement ici, on n'a pas besoin de tout réécrire. Donc c'est sympa, là tu vas pouvoir remplacer, hop là, automatiquement, tu vois que tout s'actualise, et voilà. Donc là, fais attention à ne pas le faire dans la fonction d'origine support pivot, il faut le faire que dans celle-ci, et ce sera beaucoup plus simple ensuite pour modifier la formule. Donc là, ce ne sera pas high, ce sera low, parce que c'est comme ça pour les pivots résistance. Et ici, ce sera la même formule, mais on va juste ajouter le range. Ce sera pareil, mais dans l'autre sens, en gros. Quand c'est un support, on fait le support central, le pivot central, moins le range, et si c'est un résistance, c'est plus le range. C'est ça, les points pivots. Sinon, le reste, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est vraiment la même fonction. Donc c'est pour ça, quand je te dis que on pourrait regrouper les deux, par exemple faire une seule fonction avec une seule boucle, et à l'intérieur de cette boucle, là aussi on écrirait support pivot, tu vois. Ça peut être facile pour optimiser, pour que ce soit moins redondant, etc. Mais ça c'est pour après, c'est une fois que tu sais coder, une fois que tu sais faire un bon algorithme déjà, là après tu optimises. Comme d'habitude, toujours compiler pour voir si tout va bien. Et maintenant, on va faire une autre fonction.
on va calculer le TDI. Enfin, on va faire un petit peu des mathématiques. On va créer une autre fonction avec la variable double, avec le type double, parce que ce sera aussi un prix, ce sera aussi un nombre à virgule plutôt. Donc on va l'appeler calculate TDI MA pour moving average, pour moyenne mobile. Et à l'intérieur, on va aussi renseigner des paramètres. On va en renseigner 3. On va renseigner la période, on va renseigner le time frame index, pour l'index qu'on va demander, où est-ce qu'on l'a mis? Pour ça là. Pour le 0, 1, 2, 3, 4, parce que ce ne sera pas les mêmes moyennes mobiles en fonction de la time frame naturellement. Si on fait une moyenne mobile à période 21, eh bien ce sera les 21 dernières bougies. Donc ce ne sera pas les 21 dernières heures, tu vois. Ça dépend de ta bougie. Donc c'est pour ça qu'on le demande en paramètres. C'est aussi pour ne pas avoir à réécrire la fonction à chaque fois pour chaque time frame. C'est bien d'avoir un paramètre qui va tout centraliser. Et le dernier paramètre, c'est un shift, parce que pareil, le shift, on va en avoir beaucoup besoin pour faire les croisements. Si tu as un peu regardé mes anciennes vidéos, tu sais, quand on fait des croisements, il faut que la moyenne mobile soit au-dessus à un certain point, et ensuite en dessous. C'est comme ça qu'on a un croisement. Donc il faut le shift -1, la bougie I-1, et la bougie I0, la bougie de maintenant. Donc ça, c'est nos 3 paramètres. Et on va faire des accolades pour l'ouvrir. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit commentaire. J'avais dit que j'allais faire des commentaires, donc c'est ce qu'on va faire. On va un peu l'étendre pour faire une sorte d'entête comme ça de fonction, et on va écrire ce qu'elle fait. Donc elle va nous retourner, parce que c'est une fonction double, donc elle va retourner une valeur. Elle va retourner la valeur de la moyenne mobile suivant les paramètres. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, on va expliquer les paramètres aussi. Donc la période, ce sera tout simplement la période de la moyenne mobile demandée. L'index, ce sera la time frame, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc, time frame tiré du bas index. Tu n'es pas obligé de faire ça, hein. Bien sûr, tu fais comme tu le souhaites. Si tu n'as pas besoin, tu estimes que tu vas t'en souvenir, ne le fais pas. C'est vrai que c'est un peu long de faire ça. Mais franchement, je te conseille de le faire, parce qu'après, tu vas t'y perdre. Donc là, ce sera la time frame du TDI, enfin de la moyenne mobile du TDI. Parce que là, ça, c'est des formules qui sont assez simples, hein. Tu vas voir, si tu trouves ça compliqué, ensuite, on va aller encore plus loin. Ensuite, on va faire des trucs encore plus durs. Donc le shift, c'est égal à la bougie demandée. Donc on va retourner tout en haut et on va inclure un fichier. Ça, c'est important. On va faire encore un petit en-tête où on va écrire fichier include. Qu'est-ce que c'est un fichier include? C'est très important. C'est pour pouvoir obtenir des bibliothèques extérieures au code qu'on va pouvoir exécuter dans notre code. Donc c'est un peu un appel à une fonction, en gros. C'est une fonction mais qui n'est pas écrite dans notre code. Elle ne sera pas dans notre fichier, mais on va l'inclure depuis un fichier extérieur. Et il y en a déjà plein qui sont codés de base dans MQL5, qui sont ici, là, tu vois, include. Tu en as plein, tu vois, tu as array, tu as les tableaux. Et nous, on va en avoir besoin d'un qui s'appelle math, pour faire des maths, faire des statistiques, pour faire avoir accès à des formules qu'on n'a pas accès de base dans MQL5. Là, on va avoir besoin d'utiliser le math. Donc, on va faire hashtag include. On ouvre des petits crochets comme ça. On va faire math/stat/math. C'est ça le nom du fichier, .mqh. On ferme et on va pouvoir retourner tout en bas. Et maintenant, on aura des nouvelles fonctions. Donc c'est génial, tu vas voir, je vais te montrer. On va pouvoir faire, par exemple, math abs, tu vois, pour la valeur absolue, math min pour la moyenne, pour plein de choses. Il y aura math moments pour faire plein de choses comme la variance, le kurtosis, pour plein de choses intéressantes. C'est surtout orienté pour faire de l'analyse de données, après pour faire des rapports, par exemple. Tu peux faire des scripts qui analysent tes données, qui analysent tes trades et les exporter pour ensuite faire de l'analyse de données plus poussée en Python ou en d'autres langages. Tu peux faire ce que tu veux, après tu as toute la liberté. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes dans les fichiers include que du coup tu n'auras pas besoin de recoder. C'est déjà disponible pour toi. Donc cette fonction ne sera pas très longue, tu vas voir. On va utiliser d'abord une matrice qu'on va appeler MA pour Moving Average, pour moyenne mobile, et une deuxième qu'on va appeler RSI. Et on va utiliser copy buffer. Copy buffer, qu'est-ce que c'est que cette commande? C'est très utile pour les indicateurs. On va pouvoir recevoir une donnée du handle qu'on a codé plus haut dans la vidéo précédente, le handle du RSI, enfin les 5 handles du RSI qu'on a codés avec l'index, tu vois, qu'on avait stocké dans notre matrice, si tu te souviens. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les copier dans une nouvelle matrice où là, cette fois-ci, il n'y aura pas le handle, il y aura les données vraiment du RSI. Donc 60, 70, etc. Des données chiffrées qui vont dire où est-ce que le RSI est à l'instant T. Donc
Comment ça fonctionne? C'est justement, on va renseigner le handle, et c'est pour ça qu'on a besoin du timeframe index, parce que vu que c'est un tableau RSI handle, il faut qu'on le choisisse, donc on va utiliser timeframe index en paramètre. Ensuite, on va utiliser 0 pour le buffer number. Buffer number, ça dépend des indicateurs, mais le RSI, il n'y en a pas, donc c'est forcément 0. La position de départ, start position, ce sera 0 aussi. Et le count, là, c'est intéressant. Il faut qu'on choisisse bien, parce qu'on va faire une moyenne. On va faire une moyenne du RSI. Donc la moyenne va changer en fonction du nombre qu'on a dans notre tableau. Et là, on va utiliser period, on va utiliser notre paramètre, parce que justement, on va pouvoir faire des calculs différents en fonction de la période qu'on veut. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une seule fonction. Donc là, ce sera période plus 2. Pourquoi plus 2? Parce qu'on a un shift, si tu te souviens bien. Notre shift, si on décide d'avoir la bougie I-2, il faut que le début du RSI, ce soit à période plus 2 valeurs. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, il y aura un array out of range, il y aura une erreur qui va arriver pendant qu'on va mettre le graphique. On va essayer d'appeler une donnée du RSI qui n'existe pas dans notre matrice, qui est trop loin, qui est hors du range. Mais évidemment, on ne veut pas avoir le TDI sur ça. On ne veut pas avoir le TDI qui est une moyenne de période 23. Tu vois, si on veut une période 21, ça sera 23. Donc il faut qu'on fasse un deuxième array, il faut qu'on fasse un deuxième tableau qu'on va appeler TDI, et on va copier le premier tableau dans le deuxième. Donc c'est un peu une technique, c'est une astuce pour pouvoir appeler une seule fois la fonction copyBuffer dans notre RSI, pour ne pas avoir besoin de le faire plusieurs fois en fonction de notre shift, mais ensuite, on va avoir notre TDI uniquement pour la bonne période. Et pour faire ça, on utilise arrayCopy, c'est une fonction, c'est une commande qui va copier le RSI dans le TDI. Le premier paramètre, c'est le résultat, c'est la matrice de résultat, où est-ce qu'on veut copier, et ensuite, c'est la matrice depuis laquelle on veut copier. Là, c'est 0, parce que c'est la position de départ de la matrice d'arrivée, donc 0. Par contre, la position de départ de la matrice de départ, ce ne sera pas 0. Ce sera 2 moins notre shift. Pourquoi 2 moins shift? Pourquoi c'est important? Parce que si on choisit 0 dans notre shift, dans notre paramètre, eh bien on aura 2 moins 0, donc 2. Donc on va ignorer la période 23 et 22. On n'aura qu'une période 21, tu vois. On n'aura que les 21 dernières périodes à partir de la bougie de maintenant. Mais si on veut un shift de 2, eh bien ça fera 2 moins 2, ça fera 0 donc, et donc on aura toutes les périodes du RSI. Et donc on va pouvoir ensuite demander seulement celle qu'on veut, avec period, ici dans le count, tu vois, c'est count, si je peux te l'afficher, count le whole array, par défaut c'est toute la matrice, nous on veut que celle période. Et donc c'est une petite astuce comme ça, on va pouvoir choisir uniquement celle qu'on veut, avec le shift ici. La programmation, c'est beaucoup de filouterie, c'est beaucoup d'astuces, de raisonnement logique pour essayer d'arriver à ce dont tu veux, et d'économiser des lignes aussi. Parce que là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire 5 arrays, c'est faire 5 tableaux RSI. On pourrait le faire. Mais là, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Et là, tu vois, ça tient en 10 lignes. Et comme ça évite d'avoir une fonction qui est beaucoup trop longue et redondante et mauvaise. Bref, alors là, on va utiliser mass_min, ce qu'on a demandé avec le fichier include juste avant, de notre TDI. On va avoir la moyenne de notre matrice TDI. Donc on aura tout simplement une moyenne mobile du RSI, avec le shift qu'on veut, la période qu'on veut et l'index qu'on veut, la timeframe index qu'on veut. Donc c'est génial. Et bien sûr, on va le normalize. On va faire normalize double et on va le normaliser à un chiffre. On aura une moyenne avec un chiffre après la virgule. Et à la fin de notre fonction, il faut bien entendu qu'on return quelque chose. Donc on va return moving average, MA. On va compiler, vérifier que tout va bien. Et là, tu vois, on a quelques erreurs. Donc c'est qu'on a fait une erreur de frappe quelque part. Il faut toujours regarder la première, tu vois. Là, il y a marqué 9 erreurs. Il ne faut pas regarder celle-là. Il faut regarder la première. Parce que des fois, ça fait une cascade. Tu vois, il y a marqué 9 erreurs, mais des fois, en fait, c'est une seule erreur. Tu as fait une seule erreur quelque part, sauf que ça en engrange plein d'autres. Donc, il faut regarder la première. Là, il y a marqué TDI, Unexpected Token. Donc ça veut dire qu'on a oublié un point-virgule quelque part, que le code ne s'attend pas à recevoir un nouvel argument ou une nouvelle variable, qui a une ligne qui n'est pas terminée. Donc là, si tu la vois, c'est ici, on n'a pas terminé la ligne. Donc maintenant, on peut compiler, et notre invalid array access,
il est pas bon, parce que j'ai fait un tableau ici. C'est pas un tableau, là, double, la fonction va retourner une valeur unique, pas un tableau. Donc ma, c'est pas entre crochets, c'est juste une variable. On compile, et là, tout est bon. Voilà, la plupart du temps, les erreurs sont très faciles à résoudre. Bref, maintenant, on va faire des mathématiques. Ça y est, c'est parti, on va faire une nouvelle fonction, et là, on va faire un peu des maths. On va faire un peu des tangentes, on va calculer des angles, on va calculer des degrés, mais tu vas voir, c'est pas trop compliqué. Enfin, en tout cas, je vais t'expliquer les formules, donc ce sera pas trop compliqué. On va créer notre nouvelle en-tête. Là, ce sera notre fonction pour calculer l'angle du TDI. Donc, on va faire double calculate TDI angle. On va faire TDI angle comme ça. Et là aussi, on aura des paramètres. Si on veut utiliser un shift, on pourra pouvoir le mettre ici aussi. Si on veut utiliser le time frame index, pareil. Tu remarques que là, on peut utiliser le même nom de variable. Tu vois, là, on a utilisé le même. C'est exactement la même variable. Si on l'avait déclaré en variable globale, on ne pourrait pas. Il y aurait un conflit. Mais là, on peut parce que c'est des paramètres. C'est pas pareil. Un paramètre, c'est une variable locale qui est utilisée uniquement à l'intérieur de la fonction quand tu l'appelles dans ta fonction onTake ou ailleurs. Donc là, on peut réutiliser shift, on peut réutiliser timeframe index. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on va pas mettre de shift parce que ça va faire plein d'erreurs après si on fait shift. En gros, si on fait shift, il faut qu'on fasse encore plus de RSI comme ça là. Il faut qu'on ait un shift de 1000, tu vois. Alors que là, on va utiliser que seulement 2 shifts parce que dans tous les cas, le croisement, il sera sur la dernière bougie. Il sera sur la dernière bougie, donc pas besoin de faire 1000 shifts. Et de toute manière, à la fin de cette formation, tu seras tellement bon en programmation, tu seras tellement bon en trading algo, que tu pourras tout modifier. Tu peux le modifier si tu veux. Si tu veux faire 1000 shifts, tu veux calculer des croisements et des angles sur les 25 dernières bougies, bah tu peux. C'est la beauté de la programmation, tu fais vraiment ce qu'il te plaît. Et c'est pour ça que c'est rentable le trading algorithmique. C'est rentable parce que tu peux faire des choses que les autres ne font pas. Tu peux faire des choses que les autres n'utilisent pas, ne vont pas chercher ou n'arrivent pas à faire. Donc, si toi tu y arrives, bah, tu es le seul, tu vois. Tu peux avoir une stratégie dont tu es l'unique détenteur du signal. Et ça, c'est ça qui rend rentable en trading. C'est être l'unique détenteur de quelque chose, c'est forcément pas intégré dans les prix. C'est forcément pas priced in, c'est forcément pas efficient. Après, c'est pas non plus absolument nécessaire. Il y a des stratégies connues de tous qui fonctionnent encore aujourd'hui. Il y a des stratégies disponibles gratuitement sur Internet qui fonctionnent, qui sont rentables. C'est pas des excellentes stratégies. Là, celle que je te partage dans cette formation, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est excellente. C'est pas non plus une excellente stratégie. Parce qu'il y en a des bien meilleures, tu vois. Mais elle est rentable, elle est bonne. C'est une bonne stratégie. Et pourtant, je te la partage sur YouTube, tu vois. Donc c'est pas non plus... c'est pas le Graal, tu vois. C'est pas une cité d'or où tu dois aller la chercher au fin fond du Pérou, je sais pas quoi. C'est un truc que tu peux trouver plus ou moins gratuitement sur Internet. Mais bon, après, il faut chercher, il faut optimiser, il faut aller chercher la petite bête. Bref, j'arrête de parler. Promis, on va juste coder des maths, là. On va faire double fast angle, double slow angle et double angle. Qu'est-ce que ça va être, ces trois variables? Ça va être tout d'abord l'angle de notre moyenne mobile rapide, l'angle de notre moyenne mobile lente et l'angle de notre moyenne mobile en tout, une moyenne mobile pondérée. Donc, qu'est-ce que j'entends par angle? Ce sera l'angle par rapport à une tangente. Ce sera l'angle de la courbe par rapport à une autre courbe. Donc t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. En tout cas, je vais essayer de bien t'expliquer. On va utiliser une matrice. On va utiliser une matrice fast MA, qu'on va avoir 2. On va mettre 2 arbitrairement. Ensuite, slow MA. Pourquoi 2? Parce qu'on n'aura que ces shifts-là. Vu qu'on a décidé de ne pas mettre de shift, eh bien on n'aura besoin que de 2 variables, que de 2 valeurs, pardon. Donc on va mettre fast MA. Et là, c'est là où on va avoir besoin de la fonction d'au-dessus. Et là, tu vois, on commence à imbriquer des fonctions dans d'autres fonctions. C'est là où ça devient intéressant. On va appeler la fonction d'au-dessus dans notre calculate TDI angle, dans cette fonction-là. On va faire calculate TDI MA. Oula, je fatigue, je ne sais plus écrire. Ça y est, c'est la fin. Et là, donc on a, tu vois, quand on fait la... Oh, c'est fou, je deviens taré, là. Bon, la parenthèse, quand tu ouvres la parenthèse, tu vois les paramètres ici, tu vois. Period, timeframe index et shift. Donc, notre période, ce sera quoi pour le fast? Petit test pour savoir si tu as bien suivi les précédentes vidéos. Ce sera TDI, fast period, notre variable d'entrée. Le timeframe index, ce sera quoi? Eh bien, ce sera le même timeframe index que nous, notre paramètre ici. Et ensuite, le shift, ce sera quoi? Ce sera 0. Et ensuite, on va faire la même ligne qu'on va mettre ici.
Et ensuite, on va mettre 1. Et là, ce sera shift 1. Tu vois, c'est ça, le shift. Ce paramètre-là, on le retrouve ici. Et donc, on aura deux valeurs différentes. Hein. Fondamentalement, c'est ça. On aura deux valeurs qui seront stockées dans fastMA1, dans l'indice 1, et fastMA0, dans l'indice 0. Donc ça, ce sera la bougie de maintenant, la bougie i égale à 0, et ça, ce sera la bougie i égale à moins 1. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va chercher un croisement entre les deux, naturellement. Enfin, entre celle-là, la rapide et la slow de l'indice 0, et ensuite la rapide et la slow de l'indice 1. Donc là, pour aller plus vite, tu peux tout simplement copier-coller les deux, et on va tout simplement juste changer à l'intérieur. Ici, on va mettre TDI slow period, et là, TDI slow period aussi. Et tiens, je vais te remontrer le truc avec CTRL F. Je fais un peu des checks là pour savoir si tu as bien suivi. Tu fais CTRL F, et là, tu remplaces par slow-MA. Tu fais remplacer, remplacer. Donc là, tu vois, c'est bien. Là, tout est correct. Il faut juste qu'on return quelque chose. Donc on va return 0 pour l'instant. On compile pour voir si tout marche bien. Et là, tu vois, il y a marqué, ah oui, il y a marqué des avertissements parce que nos variables ne sont pas encore utilisées. Mais t'inquiète pas, on va les utiliser. On va les utiliser dans notre fonction même ici. Donc justement, notre fastAngle, à quoi il va ressembler? Il va ressembler à des maths. Ça y est, on commence les maths. Je vais monter pour que tu vois bien. On va utiliser fastMA0, on va soustraire fastMA1, donc la valeur de la bougie d'avant, bien sûr. Et le problème, c'est que là, on va avoir... En fait, il nous faut des degrés pour calculer un angle. Sauf que la variable, enfin la commande masse arctan, pour avoir l'arc tangente, donc qu'est-ce qu'une tangente déjà? C'est quand tu as une courbe. En fait, quand tu as une courbe, genre une sorte de parabole, si tu as une courbe, tu peux tracer une droite en fonction de la dérivée. Tu vois, ta dérivée, elle est droite, et ben c'est ça ta tangente en gros. Tu auras... Comment dire? Si je vais faire un schéma, tu vois, mes mains, comme ça, c'est une courbe en cloche, et ben tu as une droite en haut, tu vois. Je te montre une image à l'écran, ce sera beaucoup plus facile à expliquer. C'est tout simplement un moyen de calculer des angles. Sauf que en fait, on va retrouver des radians, là, et pas des degrés. Donc on va devoir convertir en degrés. Pour faire ça, on va multiplier par 180, par un angle plat, par une droite plate, quoi. Un angle pour une droite plate, pour une fonction affine, c'est 180. Et on va multiplier, on va diviser par pi. Donc on va faire m-pi, c'est la constante pi en MQL5. Et tout ça, ça va nous donner un angle en degrés. Ce sera notre fast angle. Et on va faire exactement pareil pour le slow angle. Donc on copie, on colle, on remplace slow angle. Là ici pareil, slow, non ce sera slow MA et là slow MA. Et ensuite, on va calculer notre angle en fonction de ces angles-là. On va pondérer les deux angles pour trouver un nouvel angle en fonction de cela, en fonction de celui qui est rapide et celui qui est lent par rapport à une tangente. Concrètement, c'est un petit peu comme calculer une dérivée. Je ne sais pas si tu sais dériver, si ça fait des maths au lycée, souvent tu sais faire une dérivée. Quand tu fais une dérivée, c'est pour avoir la slope, la pente de ta courbe. Et bien là, on cherche la pente. On cherche la pente pour faire un angle sur notre pente. Et si notre pente est grosse, il y a un gros angle, donc on va avoir un fort croisement. Et si la pente est petite, on aura un angle petit, donc un mauvais croisement, un croisement avec pas beaucoup de momentum. En termes appliqués au trading, c'est ça. On cherche du momentum si notre pente est élevée, si on a un gros angle. Et donc maintenant, on va le pondérer avec la période du RSI et la période de la tendance aussi, pour que par exemple, si on choisit d'avoir une tendance qui est beaucoup plus large, qui va par exemple 50 périodes, une moyenne mobile sur 50 bougies, eh bien la période aura plus d'impact, tu vois. C'est pour ça qu'on pondère, on va pouvoir choisir avec nos inputs, après avec nos variables d'entrée. Donc on va faire slow angle plus, entre parenthèses, fast-angle. Donc on va faire l'angle lent, slow angle entre parenthèses, plus, entre parenthèses, notre angle rapide, qu'on va multiplier par RSI period, qu'on va diviser par TDI middle period. Et on va le normaliser, ça d'ailleurs aussi. On va faire un normalize double, qu'on va mettre à 1 digit, pour être sûr qu'il divise bien avec le bon nombre, avec un double, et pas avec un nombre entier, avec TDI middle period qui est un nombre entier. Et ensuite, on va renormaliser le tout. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser? C'est pour être sûr que l'échelle soit la bonne. Parce que quand on a un angle, on a besoin de 0 à 360 degrés. Et sinon, on peut ne pas avoir 0 à 360 degrés si on ne redivise pas par le même poids. Parce que là, tu vois, ça c'est un poids en fait, c'est pour pondérer l'angle.
c'est pour accorder plus ou moins de poids à l'angle rapide en fonction de la période et en fonction de la période du milieu. Donc on va reformaliser, renormaliser pour qu'on ait une bonne échelle. On va faire RSI period, tiré du bas period, divisé par TDI middle period, qu'on va également normaliser ici, normalizable, virgule 1. On va fermer toutes les parenthèses, bien compter qu'on a toutes les bonnes parenthèses. Je suis même pas sûr, je crois que là, il faut en mettre une là. Bon, on a juste à compiler pour voir. Non, il n'y en a pas, il en manque un. C'est ici. Là, il faut rajouter une. Là, c'est bon, tout va bien. Les parenthèses, ça peut parfois être un problème. Alors, je précise, là, tu vois, notre opérateur divisé, tu peux faire espace pour revenir sur cette ligne-là pour que ça ne prenne pas une seule ligne. Là, le code, il va continuer cette ligne, il va voir qu'il n'y a rien. Donc, il va continuer jusque là, jusqu'à arriver là. Donc il va continuer la formule, donc aucun problème. Donc maintenant, on va enfin pouvoir retourner notre angle final, l'angle qu'on va pouvoir utiliser dans notre signal de trading, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc on va encore le normaliser, au cas où. Tu n'as pas besoin de autant arrondir, pas forcément. Enfin dans ce cas-là, si, il y a besoin, mais des fois, en fait, c'est juste par précaution. Il faut prendre l'habitude d'arrondir pour pas que tu aies d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs avec les nombres après la virgule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait des choses un petit peu plus complexes cette fois-ci. Ça peut te paraître un petit peu abstrait peut-être, mais t'inquiète pas, dans les prochaines vidéos, on va coder le signal, donc ce sera beaucoup plus concret. Abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire s'il y a quelque chose que t'as pas compris là-dedans, je pourrais t'expliquer. Révise tes mathématiques aussi pour les prochaines vidéos parce qu'on va faire des probabilités. En attendant, passe une bonne soirée, c'était Brieux, ciao.